Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec, www.aveq.ca, la référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Le taux d'augmentation des bornes est plus grand que le taux d'augmentation des véhicules électriques. Hyundai, Kia et LG Chem se cherchent des startups spécialisées en batterie. Que sait-on de l'explosion du Kona électrique l'été passé? Cadillac lancera bientôt son Lyriq 100% électrique. Plein de mises à jour dans la nouvelle application du circuit électrique. Les commandes du Mustang Mach-E sont ouvertes. À rouler vert, on parle de la Moto Zéro. À Branchez-vous, on parle de l'impact de la COVID sur les ventes de véhicules électriques. En grande entrevue cette semaine, Jérémy Bernardin nous parle de l'écosystème des véhicules électriques dans les provinces de l'Atlantique. Tout ça et bien plus encore dans le 83e épisode du balado Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien tout le monde. Je ne le sais pas pour vous, mais pour moi, ça sent les vacances. C'est l'avant-dernier épisode, en fait, avant les vacances de l'été. Il y en aura un dernier épisode le 17 juillet prochain. Ensuite, on fera une pause de 2 épisodes, donc l'équivalent d'1 mois, pour se ressourcer, prendre un peu de temps en famille et puis refaire nos forces pour repartir de plus belle là, au mois d'août avec de nouveaux épisodes qui, espérons-le, sauront répondre à vos attentes. Et puisqu'on est tout près des vacances, eh bien, les 2 prochains épisodes, donc celui d'aujourd'hui et le prochain, le 17, donc, seront consacrés avec des thèmes à couleur déplacement, voyage. Évidemment, on est dans une période un peu trouble de l'histoire. On est limité en termes de déplacement vers les États-Unis, à tout de moins. Donc, beaucoup de gens vont décider de voyager au Québec ou au Canada. Et c'est pour ça que nos 2 prochains thèmes sont en lien avec ça. Aujourd'hui, on va parler des maritimes. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des bornes de recharge, des voitures électriques dans les maritimes? Ça va vous en donner un peu plus, ça va vous donner un peu plus d'informations. Et dans 2 semaines, on va parler de longs voyages. Donc, voyage aux îles de la Madeleine, fait en voiture électrique là, avec une personne qui a décidé de se claquer ce voyage-là avec une Chevrolet Spark. Donc, pas nécessairement avec une voiture qui a énormément d'autonomie, mais une voiture qui est néanmoins fort intéressante, très performante au niveau de la recharge rapide. Donc, tout ça, là, c'est dans 2 semaines. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de neuf à vous jaser? Ben, écoutez, aux côtés de l'actualité, il y a les nouvelles Tesla Y qui commencent à être livrées au Québec. Donc, les premières livraisons se sont faites. On commence à en voir apparaître. Même des gens écrivent en avoir vu sur les routes. C'est évidemment un thème qu'on va traiter après les vacances de l'été, là, un thème sur les Tesla Y. J'aimerais parler avec des propriétaires de Tesla Y, des nouveaux propriétaires de Tesla Y, pour ramasser vos impressions sur ce véhicule. Donc, si vous êtes intéressé à participer au podcast, écrivez-moi martin@silenceonroule.com. Merci à tous ceux qui écoutent l'émission, que ce soit par les différents sites web. Donc, le site web Silence on roule ou encore le site web de l'AVEQ. La meilleure façon demeure de vous abonner, que ce soit sur iTunes, Apple Balado, Google Play, Spotify, etc. Donc, tous les sites là, de podcasts, ça vous assure de recevoir automatiquement les épisodes sur votre appareil sans avoir à faire l'effort de les télécharger. En plus, quand vous êtes abonné, vous avez accès à des épisodes hors série qui ne sont pas rendus disponibles sur le web. Donc, ça vous permet d'avoir des thèmes là, qui sont traiter un peu plus à fond, des épisodes là, inédits pour nos membres. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite à la revue de l'actualité dans le monde des véhicules électriques. L'actualité dans le monde des VE.
En 2019, le nombre de bornes de recharge a augmenté de 60 % alors que les ventes de voitures électriques, elles, n'ont augmenté que de 6 %. Pour de nombreux consommateurs, une infrastructure de recharge publique est primordiale pour remplacer les véhicules à essence par des véhicules électriques. De l'autre côté, pour les entreprises ou les services publics, les voitures électriques sont nécessaires pour soutenir une telle infrastructure. Qui a raison? Avant de se questionner à savoir qui vient en premier, l'œuf ou la poule, il faut reconnaître que les critères de croissance évoluent continuellement en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Et un rapport publié aujourd'hui par l'Agence internationale de l'énergie intitulé Global EV Outlook 2020 permet de mettre cette situation en évidence en utilisant de simples graphiques circulaires. À l'échelle mondiale, le nombre de bornes de recharge accessibles au public de tout type a augmenté de 60 % en 2019 par rapport à 2018, un taux plus élevé que la croissance de vente de véhicules. Les Américains ont des maisons unifamiliales avec des entrées de garage, et cela dans une proportion un peu plus grande qu'ailleurs dans le monde. En 2019, les États-Unis détenaient environ 12 % du stock mondial des 7,2 millions de véhicules électriques de la planète, mais 24 % des bornes de recharge privées dans le monde. En revanche, quand il est question des bornes de recharge publiques, les États-Unis semblent nettement moins bien équipés. Les États-Unis possèdent 11 % des bornes de recharge publiques et seulement 5 % des bornes de recharge publiques rapides au monde, et ce pour environ 6 % pour l'Europe, et la Chine, elle, en possède 82 %. Un récent rapport de la firme d'études de marché Wood Mackenzie prévoyait que l'Europe devancerait les États-Unis en matière d'infrastructure de recharge, mais que les États-Unis pourraient rattraper ce retard d'ici 2030 si les gouvernements acceptaient la proposition du Congrès d'augmenter les dépenses en infrastructure de recharge. L'AIE prévoit que les ventes mondiales totales de voitures à combustion diminueront de 15 % en 2020, tandis que les VI devraient maintenir la tendance correspondant essentiellement à leurs 2,1 millions de ventes totales à partir de 2019. Hyundai Kia et LG Chem veulent s'associer à des startups spécialisées dans la fabrication des batteries. Hyundai et sa marque sœur Kia et le fabricant de batteries LG Chem ont en effet lancé un concours pour recruter des startups spécialisées en fabrication de batteries. La EV Battery Challenge sélectionnera jusqu'à 10 startups qui se spécialisent dans les batteries dans le but de développer un partenariat accompagné d'un investissement, a déclaré Hyundai dans un communiqué de presse en début de semaine. Ces startups travailleront avec Hyundai, Kia et LG Chem sur un projet de développement en fonction de leur expertise technologique. Hyundai est un partenaire de longue date de la LG Chem et a utilisé des batteries dans plusieurs de ses produits, bien que Kia utilise des cellules d'innovation SK dans certains autres projets. Les startups pourront tirer profit des ressources des constructeurs automobiles et du fabricant de batteries pour développer leur technologie, tandis que Hyundai, Kia et LG Chem auront accès rapidement à toutes les technologies qu'elles souhaitent commercialiser. Selon le communiqué de presse, les partenaires sont à la recherche de start-up travaillant dans les domaines suivants: la recharge de véhicules électriques et la gestion de flotte, l'électronique gestionnaire de puissance et leurs composantes, ainsi que les outils de personnalisation pour la gestion des batteries, l'ingénierie de système, les matériaux de recyclage et la fabrication. Les start-up peuvent postuler en ligne à compter du 22 juin jusqu'au 28 août 2020. Voilà maintenant un an qu'a explosé la Hyundai Kona de Piero Cosentino. On connaît la source du problème, mais Transport Canada confirme que la cause fait toujours l'objet d'une enquête. Donc, sa Kona électrique avait pris feu et la porte de garage était de l'autre côté de la rue suite à une explosion. Nous attendions les réponses sur les causes de l'incendie et nous avons enfin des nouvelles, ont déclaré les enquêteurs qui ne sont toujours pas prêts d'avoir les résultats terminés. Mais Transport Canada nous a dit que le secteur de la batterie a subi le plus de dommages. Il s'agit d'une information partielle, mais qui ne répond pas aux questions que nous nous posons. Transport Canada est le service chargé de la réglementation et des politiques pour tous les types de moyens de transport au Canada. Nous avons pu rejoindre le représentant du ministère grâce au service de relations publiques de Montréal qui a confirmé que les enquêtes étaient sous la responsabilité de ce ministère. Hyundai nous a également confirmé que le ministère était effectivement chargé de l'enquête. L'équipe des relations publiques de Transport Canada a été rapide pour répondre aux questions de Radio-Canada. Selon le ministère, la cause exacte de l'incendie du véhicule n'a pu être déterminée en raison de l'ampleur des dégâts. Les incendies de véhicules sont difficiles à enquêter car les dégâts importants causés par le feu laissent souvent peu de preuves à examiner et l'analyse de ces preuves doit être effectuée avec soin. Quoi qu'il en soit, il est clair que le feu a commencé dans la zone de la batterie haute tension, mais quelle en était la cause? C'est ce que Transport Canada s'est engagé à découvrir.
Encore une fois, un dossier à suivre. La Californie a fait des progrès significatifs dans la réduction des émissions avec sa réglementation véhicules zéro émission pour les voitures particulières, forçant les constructeurs automobiles à augmenter les ventes de véhicules électriques ou à piles à combustible à hydrogène. Désormais, le Golden State vise à réglementer également les camions commerciaux. Adopté jeudi, le règlement Advanced Clean Truck exige que les fabricants de voitures utilitaires commencent à vendre des camions électriques en 2024 et à ne vendre que des camions électriques en Californie d'ici 2045. Le California Air Resource Board confirme qu'il s'agit d'une première dans le monde et que la réglementation permettra de réduire de 1000 le nombre de décès prématurés qui y sont liés. Les camions sont la principale source de pollution de l'air par les véhicules, a déclaré le CARB dans un communiqué de presse jeudi dernier. Ils représentent 70 % de la pollution et 80 % des particules de suie causées par le diesel, bien qu'ils ne représentent que 2 millions des quelques 30 millions de véhicules immatriculés en Californie. General Motors a fixé une nouvelle date pour la révélation du premier véhicule entièrement électrique de sa marque de luxe, Cadillac. Le 6 août, le constructeur automobile organisera un événement virtuel afin de présenter des images du concept qui sera mis en production, ainsi que de nouvelles informations sur les fonctionnalités et le positionnement sur le marché. Nous irons dans les coulisses et entendrons les témoignages de l'équipe extraordinaire qui concrétisera la vision de Cadillac, a déclaré la société dans un communiqué. Le Lyriq devait à l'origine faire ses débuts au Salon de l'Auto de New York en avril, qui a malheureusement été annulé à cause de la pandémie de coronavirus. Lors de son lancement et également lors de notre dernier épisode, Stéphane Loubert nous disait haut et fort que les mises à jour de la nouvelle application du circuit électrique seraient fréquentes et qu'il tenterait de tenir compte des suggestions des clients. Quelques semaines plus tard, déjà plusieurs mises à jour et plein de correctifs et d'ajouts ont été mis. Le circuit électrique a déclaré dans un communiqué « Nous continuerons toujours d'améliorer l'application mobile du circuit électrique avec les commentaires de nos membres pour leur en donner toujours plus. Voici les nouveautés ajoutées dans la version du 1er juin. Meilleure recherche sur les cartes de bornes, plus de champs. Amélioration du calcul du trajet avec plus de précision. Ajout de commentaires sur le planificateur de trajet directement dans l'application. Cartographie des provinces maritimes dans le planificateur. Ajout d'un mode sombre plus reposant pour les yeux, suivi des commandes de cartes pour les nouveaux membres qui se commandent des cartes de membres du circuit électrique et support pour iOS 10 et 11. Plusieurs autres suggestions faites ont été prises en compte et seront déployées ultérieurement dans les prochaines versions. Le premier véhicule électrique de Ford sera très bientôt disponible. Vous pouvez réserver une Ford Mustang Mach-E 2021 depuis un certain temps, mais le week-end dernier, Ford a ouvert ses carnets de commandes pour permettre à ceux qui avaient réservé le VUS électrique de les convertir en commandes officielles. La section réservée à la Mustang Mach-E du site de Ford s'est enflammée samedi dernier avec des dizaines de membres partageant des informations sur le processus de commande. Le processus semble bien simple, bien qu'un certain concessionnaire ajoute des lourdes primes au PDSF. Quelques-uns ont affiché des marges bénéficiaires de 5 000 $. Comme toute voiture neuve, il faut vraiment prendre la peine de magasiner car le PDSF est, après tout, un prix suggéré. Toute commande nécessitant un dépôt de 500 $ et il faut également noter que le prix final pourrait changer lors de la signature du contrat d'achat. Espérons que la plupart des concessionnaires seront raisonnables. Ford récompensera les concessionnaires qui respectent les règles car le constructeur automobile a imposé des exigences strictes au PDSF. Cependant, rien n'empêche les concessionnaires d'augmenter le prix du nouveau VUS électrique. Roulez vert avec Stéphane Levert. Et actuellement, dans le garage de Chani Palardi, un fidèle auditeur qui a accepté de collaborer avec moi aujourd'hui. Chani, merci de nous accueillir chez vous. Ben, enchanté. Chani, on a pris contact, toi et moi, pour une raison particulière, parce qu'on voulait collaborer ensemble, parce que tu es propriétaire d'une moto électrique depuis c'est la 4e saison que tu conduis ta moto. Pourrais-tu nous dire, s'il te plaît, le modèle à la marque de ta moto? Oui, c'est une Zero Moto type S de 2013, puis la batterie de 13 kW. Excellent. Donc,
tu m'as offert la chance de pouvoir la conduire. Donc, je l'ai conduit. Aujourd'hui, je viens te la ramener. Donc, j'ai passé les 2 derniers jours à la conduire. Donc, ça a été une belle expérience pour moi pour conduire pour la première fois une moto électrique. Donc, tu es propriétaire de la moto depuis 3 ans, c'est ta 4e saison. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, les raisons qui ont fait que tu t'es acheté une moto électrique spécifiquement? Ben, à l'époque, en fait, il n'y avait pas beaucoup de choix de véhicules électriques automobiles. Fait que j'ai décidé de m'acheter une moto électrique pour aller au travail, faire surtout l'aller-retour, puis quelques balades la fin de semaine. Puis, c'est ça. Par la suite, je me suis acheté un véhicule électrique, mais c'était avant qu'il y ait un choix assez grand qui me convenait à moi pour la distance que je voulais parcourir. Donc, comme tu dis, donc ton utilisateur principal à toi, c'est vraiment de faire un aller-retour travail à la maison. C'est quoi la distance que tu as avec ton travail que tu fais quotidiennement là, avec ta moto? C'est 35 km aller au travail tous les matins, puis ça fait 70 aller-retour. Ma moto elle a une autonomie là, à peu près d'environ 120-130 km, fait que facilement je peux faire aller-retour, puis charger juste à la maison sans problème. Bon, ben ça c'est intéressant. Donc, la recharge de ta moto, donc tu dis que toi, aller-retour au travail, évidemment, tu n'as pas besoin de recharger rendu au travail, tu n'as pas cette nécessité-là. Donc, comment tu recharges ta moto? Comment ça marche? Ben, cette moto-là, il y a un chargeur en fait de 110 volts qui branche juste dans une prise de courant standard, donc c'est pas compliqué, branche le fil, puis ça prend 6 à 7 heures charger la pile au complet quand elle est vide, mais moi habituellement ça prend 4 à 5 heures, elle est pleine parce que je fais juste souvent 70 km et moins. Là. Et puis pour quelqu'un qui voudrait partir sur la route, faire une balade, est-ce qu'on peut charger avec les mêmes bornes que les véhicules automobiles qu'on connaît? Oui, il y a une option sur les nouveaux modèles à partir de 2016. En fait, il y a un chargeur interne 220 volts qui se branche sur les niveaux 2. Et puis, ça permet de charger environ 6 kW, qui est, je pense, c'est en 1h30 à 1h45 la recharge complète. De 10-20% à 100%. Excellent. Donc, toi, ta moto, elle en est équipée. Donc, quand je suis parti avec ta moto, je suis arrivé chez moi, j'ai pu la brancher sans problème avec ma borne niveau 2 que j'ai à la maison. Fait que ça a été super pratique. Au niveau, justement, grande randonnée, on s'en est parlé, toi et moi, tantôt. Là. Explique-moi, là, mettons, tu habites à Varennes, et puis, quelles sont les plus longues randonnées que tu as été capable de faire avec ta moto? Ben, il faut s'armer un peu de patience, mais c'est sûr que moi, j'ai réussi à facilement me rendre à Sutton en environ une demi-journée aller-retour, 4 à 5 heures dans le fond. C'est une randonnée environ de 250 km en tout. Fait que c'est comme 125 aller, 125 revenir. Puis c'est la charge, ça, moi, dans mon cas, mon chargeur est un petit peu moins gros. Là, sur mon modèle 2013, c'est un chargeur qui charge environ 2 heures. Fait que je vais à Sutton, je reviens, puis je charge au milieu de la route, en fait. Bon, fait qu'on s'entend qu'on fera pas le tour des États-Unis avec une moto de ce type-là, mais quelqu'un qui planifie une randonnée, qui a une destination à aller, puis qui est capable d'avoir ce temps de recharge-là, qui est capable de l'accepter pour environ 1h30, 2 heures, c'est quand même viable. Parle-moi de l'entretien que tu as à faire. Donc, si on compare une moto traditionnelle à essence versus la moto électrique que tu possèdes, c'est quoi l'entretien que tu dois faire versus ce que tu aurais dû faire ou ce que tu ne dois pas faire versus ce que tu aurais dû faire si tu avais une moto traditionnelle à essence comme qu'on les connaît? Ben, il y a très très peu d'entretien. Il y a dans le fond seulement la courroie qui est comme une driving belt là, qui est à faire aux 50 000 km. Sinon, il y a les pneus aux 10-15 000 km comme une moto standard, les freins, c'est à peu près la même durabilité. Puis, il n'y a pas de changement d'huile. Il y a un changement d'huile de frein qui se fait aux 5 ans environ seulement, mais il n'y a pas d'huile dans le moteur.
Fait que là, c'est très, très limité l'entretien. Non plus, il n'y a pas de batterie 12 volts. Fait que la batterie, la plupart des motos, après 1 an ou 2, l'hiver, la batterie de ton moteur, c'est pas maintenu en recherche continue. Fait que t'as pas de batterie à changer non plus. Fait que c'est vraiment pratiquement zéro entretien, là. Sauf les pneus. OK, fait que quand il arrive, là, on le sait, là, une moto traditionnelle, lorsqu'on se l'arrange pour l'hiver, il y a un certain entretien, une certaine préparation à faire pour l'hiver, puis après ça, rendu au printemps, ben encore là, il faut la faire un tune-up, comme on appelle, donc les bougies, c'est à vérifier tout ça. Donc toi, tu n'as pas ces procédures-là à faire là, quand il arrive l'hiver, puis quand il arrive le printemps après ça. Exactement. Moi, la seule procédure, c'est mettre la batterie à peu près à un niveau de 60%, puis on peut l'entreposer pour l'hiver, soit dans le cabanon, soit dans le garage, chauffé ou non. Puis le printemps prochain, la batterie est environ encore à 60%, ça n'a pratiquement pas bougé. Donc, c'est pratiquement zéro entretien. T'es prêt à partir au printemps avec un petit lavage, puis tout est beau. Aussi simple que ça. Point de vue, encore là, comparatif, moto traditionnelle, moto électrique, plaques et assurance. Y a-t-il des différences par rapport aux plaques que tu dois les frais de plaque, d'immatriculation à chaque année, puis les assurances? À quoi ça ressemble? Ben, la modèle S, en fait, la plupart des motos électriques sont, en tout cas, qui peuvent aller sur l'autoroute, là, c'est-à-dire qu'ils ont une vitesse plus que 100 km/h, sont plaqués pour comme une 400cc et moins, donc un prix de moins de 500 $ par année là, en plaque. Puis les assurances, c'est très, très peu cher non plus. La mienne coûte environ 125 $ par année pour être assuré full feu vol vandalisme. Bon, fait que on comprend maintenant qu'avec une moto électrique, le plaisir de conduire une moto, il est là. Avoir le visage dans le vent, et c'est encore là, prendre les courbes. J'ai personnellement pu l'expérimenter en fin de semaine, mais sans tout l'entretien qu'une moto moto traditionnelle peut encourir. Et puis avec le plaisir de conduire sans bruit, sans vibration, ça aussi je l'ai expérimenté, sans l'odeur d'une moto qui dégage des émanations d'essence. Fait que, Shani, je te remercie beaucoup de m'avoir permis de vivre cette expérience-là en fin de semaine, de nous avoir accueillis dans ton garage pour l'entretien qu'on vient d'avoir. Je te remercie beaucoup. Puis j'espère que pour toi aussi, ton expérience dans 20 semaines d'avoir conduit ma Model 3 a été aussi agréable de ton côté. Ouais, j'ai eu bien du fun. J'avais jamais essayé une Tesla, là. Moi, j'ai une Chevrolet Bolt 2019, mais la Tesla, c'est vraiment le fun. Tenue de route et l'empattement du véhicule est bien. J'ai bien apprécié, super confortable. Fait que c'est un très beau véhicule. Merci, Shani, encore une fois, et merci d'être parmi nos fidèles auditeurs. J'espère que les autres auditeurs vont avoir apprécié l'entretien qu'on vient d'avoir ensemble. Merci. Bonjour, ici Marie-Hélène, Émile et Marc-Antoine. Ce message est pour vous informer que Martin et le podcast seront absents durant quelques semaines. C'est le temps des vacances et il s'accorde une pause en famille après avoir mis en ligne l'épisode 84 le 17 juillet. Mon papa vous reviendra avec plein de choses à vous dire le 28 août prochain. Bonnes vacances! Tranquillement, pas vite, un peu tout le monde est en train de se préparer à regarder ce qu'on va faire dans les vacances de l'été. Et souvent, on envisage d'aller un peu partout. Cette année, écoutez, il s'est passé tellement de choses. Je pense que plusieurs Québécois, plusieurs Canadiens vont envisager de visiter le Québec et le reste du Canada. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Jérémy Bernardin. Jérémy est gestionnaire des transports verts pour la Clean Foundation en Nouvelle-Écosse et également président cofondateur de la EVAA, la Electric Vehicle Atlantic Association. Bonjour, Jérémy.
Bonjour Martin, ça va bien? Ça va super bien, puis je suis content de t'avoir avec nous sur le podcast aujourd'hui. Écoute, tu es super bien branché sur tout ce qui se passe en termes de véhicules électriques dans les maritimes, et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, parce que dans les dernières années, particulièrement la dernière année, ça s'est développé pas mal le réseau de bornes de recharge dans votre coin de pays. Ben oui, puis ça continue à se développer. Moi, je suis basé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, mais je visite toutes les provinces atlantiques assez fréquemment. Et en effet, le réseau de BRCC et de Superchargers a grossi considérablement. Et là, on avait une province comme l'île du Prince-Édouard qui avait rien auparavant. Mais depuis quelques mois maintenant, l'île est couverte de BRCC. Il y a 6 bornes dans une petite île. Alors, c'est très facile de bouger d'un coin de l'autre. Et maintenant, on a aussi Terre-Neuve qui a 14 bornes de BRCC qui sont sous développement, et on devrait les avoir d'ici la fin de l'année. Alors vraiment, avoir une voiture électrique et faire du tourisme, prendre nos vacances dans l'Atlantique, c'est rendu une possibilité et une vraie joie. Écoute, on a parlé dans le passé de ce qui s'est développé au Nouveau-Brunswick. Je pense qu'on parle peut-être plus du Nouveau-Brunswick qu'ici au Québec parce que c'est la province de l'Atlantique qui est le plus proche, de l'Est qui est le plus proche pour nous. Il y a quand même beaucoup de bornes de recharge au Nouveau-Brunswick. Donc, tu l'as dit aussi en Nouvelle-Écosse, ça s'est déployé. À quoi doit s'attendre un Québécois qui déciderait d'aller passer ses vacances dans l'Est? Donc, est-ce que c'est des réseaux qui sont connus? Est-ce qu'on doit prévoir des choses? Est-ce que c'est des réseaux connus des Québécois? Ben oui, en fait, c'est très, très facile. La grande majorité des bornes sont de la belle compagnie québécoise Adénergie, alors des bornes Flow. Alors, si vous avez un compte ChargePoint ou Flow, c'est cette même carte-là. Ou circuit électrique. Pardon? Ou circuit électrique qui est aussi interopérable avec Flow. Merci du détail. Exactement. Alors, c'est rendu très facile de croiser, de traverser le pays d'un coin à l'autre avec ce réseau-là. Surtout, je ne devrais pas dire d'un coin à l'autre, c'est plus du Québec à l'Atlantique. C'est très, très facile. Et nous autres, en Nouvelle-Écosse, on a 18 bornes de ce type-là, mais aussi on a quelques superchargers. On en a 6 au Nouveau-Brunswick, on en a un en Nouvelle-Écosse, dont 2 de plus vont être installés bientôt. Alors, et un à l'île du Prince-Édouard aussi. Alors, on a un bel inventaire de choix ici pour les bornes de chargement à haute vitesse. Donc, ça, je comprends, c'est que les cartes les cartes qu'utilisent les Québécois, normalement, vont faire l'affaire sur ces bornes-là. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux qui sont populaires là-bas qu'on n'aurait pas par ici, des marques ou des réseaux de bornes de recharge qui sont plus, je dirais, typiquement issus des maritimes, ou essentiellement, c'est les bornes du réseau Flow? Non, essentiellement, c'est les bornes du réseau Flow. C'est sûr qu'il peut y avoir des concessionnaires. Alors, si je dis qu'il y a, mettons, au Nouveau-Brunswick, il y a 18 BRCC, excusez-moi, pas 18, 38 BRCC. Il y en a 25 qui sont du réseau de la compagnie électrique de New Brunswick Power. Et on a 6 superchargers, mais il en reste d'autres qui sont des concessionnaires. Alors, même chose en Nouvelle-Écosse. Et c'est là que des fois, ils vont avoir des marques un peu différentes, mais souvent, ces bornes-là vont être gratuites, alors on n'a pas à avoir une autre carte spécialisée. C'est sûr, comme au Québec, on a des stations de Petro-Canada, et ça, c'est très facile à utiliser. On n'a pas besoin d'avoir une carte spécialisée. OK, excellent. Donc, puis on parle de ça, bien évidemment, on est conscient là, qu'avec les problèmes qui nous sont tombés dessus dans les derniers mois avec la COVID, bien, les frontières, au moment d'enregistrer, à tout le monde, les frontières avec les États-Unis sont toujours fermées. On ne pense pas que ça va ouvrir là, dans les prochains jours. Peut-être que ça le sera cet été, mais beaucoup de Québécois, en tout cas, auront des craintes, je pense, d'aller passer leurs vacances dans les endroits de villégiature sur le côté sud de la frontière américaine. Donc, beaucoup vont décider de voyager au Canada dans la mesure où les frontières risquent de réouvrir plus vite entre les provinces. Et bien là, aller dans les maritimes, sachant qu'il y a une belle couverture de bornes de recharge rapide, je pense que ça peut amener ce qu'on appelait de l'électrotourisme, en tout cas dans vos provinces, et on vous le souhaite. Écoutez,
Évidemment, on a tendance, et puis c'est un peu normal, à essayer de comparer un peu comment les infrastructures et puis tout ça est installé entre le Québec et les provinces maritimes. Vous, de votre côté, quand vous êtes vraiment dans un bel essor, puis vous êtes collé sur nous, vous voyez un peu comment ça se passe ici au Québec. Quelle est votre perception du développement de l'électromobilité là, au Québec et si on le compare avec les maritimes? Bien, je devrais mentionner que premièrement, je suis un Québécois natif de Sherbrooke. Alors, moi, j'ai énormément de fierté à voir ce qui se passe au Québec, même si ça fait 15 ans que je demeure plus là. C'est vraiment incroyable de voir le momentum, vraiment là, l'énergie qui se passe au Québec. C'est phénoménal. Et la croissance de votre réseau de chargement à haute vitesse, c'est quelque chose qu'on ne voit pas nulle part à travers le pays. Et votre croissance dans l'adoption des voitures électriques, c'est aussi quelque chose qui est incroyable. Et pour donner une statistique qui devrait être peut-être moins pointue présentement, mais il y a environ 6 mois, le Québec vendait l'équivalent de notre flotte de voitures électriques en Nouvelle-Écosse. Alors, c'est toutes les voitures électriques qu'on a au complet dans la province. Le Québec en vend autant à chaque 4 jours. Alors, tu sais, ça bouge au Québec. Vous avez beaucoup de programmes avec des différents niveaux de gouvernement qui aident l'adoption, qui encouragent l'adoption. Vous avez bien sûr la fierté d'Hydro-Québec, que ça appartient au peuple. L'électricité est extrêmement abordable. Nous autres, notre électricité en Nouvelle-Écosse, c'est 15,6 cents le kilowatt-heure. Alors, c'est beaucoup plus dispendieux et notre gasoline et notre gaz il est moins cher qu'au Québec. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile en termes de chiffre, purement en chiffre, d'acheter une voiture électrique ici. Et on n'a pas les mêmes incitatifs provincial, en fait. On a tous les mêmes incitatifs fédéral, mais le Québec, c'est le leader dans ce domaine-là depuis un très bon bout de temps et c'est apparent. Alors, nous autres, on s'inspire de tout ce qui se passe au Québec et on essaie de se rattraper un petit peu et en même temps, on a une belle vague présentement, surtout en Nouvelle-Écosse. Je devrais dire que le Nouveau-Brunswick a eu le développement de leur réseau de bornes haute vitesse plus rapidement que le reste des provinces atlantiques, mais la Nouvelle-Écosse s'est rattrapée et le gouvernement s'est inspiré un petit peu des différents programmes de l'Ontario de Plug and Drive, de la Colombie-Britannique, ça s'appelle Emotive. Et Martin, peux-tu me rappeler du nom de la campagne au Québec? C'est Roulons électrique. Oui, Roulons électrique, qui est une campagne de promotion des véhicules électriques qui est chapeautée là, par Équiterre. Exact. Alors, nous autres, où je travaille, tu m'avais mentionné ça, alors c'est à Clean Foundation. Notre rôle, c'est un petit peu similaire à Équiterre. On travaille avec le gouvernement, on leur aide à acheminer leur but. Et nous autres, c'était vraiment... on a une situation qui est assez particulière en Nouvelle-Écosse. C'est très différent du Québec parce que il faut imaginer que les concessionnaires, quand on n'avait pas d'incitatif provincial, alors les concessionnaires ne passaient pas la certification pour avoir la capacité de vendre des voitures électriques. Alors, on avait très peu de concessionnaires qui pouvaient vendre des voitures. On n'avait pas un réseau de chargement à haute vitesse qui était si épandu et qui est comparé à maintenant. Alors, notre problème, c'est qu'on n'a pas eu autant de voitures électriques dans la province d'un coin à l'autre. Alors, les gens n'ont pas eu la chance de voir les voitures électriques en personne et même connaître des gens qui ont des voitures électriques et ils n'ont pas accès à une voiture électrique dans un concessionnaire aussi facilement. Alors, nous autres, on a une campagne de sensibilisation où qu'on apporte des voitures, une flotte de voitures électriques dans tous les coins de la province. Alors, depuis juin de l'été passé, on a fait quelque chose comme 104 événements avec notre équipe et on apporte notre flotte de voitures et on donne des essais routiers gratuits. Et il faut aussi mentionner que vous autres au Québec, avec l'AVEC, c'est incroyable la quantité d'essais routiers que vous êtes capable de faire. Moi, je regarde ces chiffres-là et ça m'impressionne énormément. Nous autres, en Nouvelle-Écosse, notre système d'assurance est différent. Alors, si, Martin, tu empruntes ma voiture électrique et tu fais un essai routier et tu as un accident, ça va sur mon dossier pour mon assurance et c'est moi qui va payer la plus haute somme de mes assurances dans les prochains 3 ou 5 ans. Et tandis qu'au Québec, c'est un petit peu différent. Alors, c'est très difficile d'emprunter les voitures des gens, faire des essais routiers avec l'association.
Alors, nous autres, on a acheté notre voiture électrique à travers le Clean Foundation et on l'a assurée spécifiquement pour ça. Et c'est quand même dispendieux, je dois vous l'avouer, mais c'est quelque chose qui est très important parce que c'est pas juste communiquer, hey, une voiture électrique, c'est le fun, une voiture électrique, ça coûte moins cher. Il faut vraiment être derrière le volant et de c'est le nerf de la guerre. L'expérience. C'est quand on accélère, comment c'est immédiat et donc, c'est fluide. Ce que je comprends, Jérémy, c'est que vous fais les essais routiers avec la voiture que vous avez achetée. Donc, quand vous faites des essais routiers, il y a seulement une voiture? Alors, quand j'expliquais le contexte de pourquoi il n'y a pas beaucoup de voitures électriques sur le marché ici en Nouvelle-Écosse, les concessionnaires, il y a eu quelques groupes, en particulier un groupe qui s'appelle le Steel Auto Group, qui ont plusieurs concessionnaires dans les maritimes. Eux autres, ils se sont lancés là-dedans et ils ont plusieurs concessionnaires qui sont impliqués et on peut emprunter tout plein de leurs voitures. Alors, nous autres, on a une Chevy Bolt, qui est notre voiture de tous les jours dans tous nos événements. On a Mitsubishi Canada qui nous a emprunté on leur a emprunté un Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid. Mm-hmm. Mais on a une Kona EV dans notre flotte qui vient d'un concessionnaire d'Halifax. On a une Tesla qui va être ajoutée à notre flotte très bientôt, une Tesla 3. Et on a accès à toutes les autres voitures électriques qui sont sur le marché dans les concessionnaires. Alors, Jaguar I-Pace, Audi e-tron, la Ioniq, toutes ces voitures-là. Alors, on a souvent 3 voitures par événement avec notre équipe et on fait des essais routiers, on parle aux gens. On a développé un site Internet qui est assez intéressant. Et si vous êtes intéressé à regarder des idées de voyage en Nouvelle-Écosse, c'est evassist.ca. evassist.ca. Et c'est là que c'est un site vraiment pour avoir toutes les informations sur les voitures électriques pour quelqu'un qui est pas un expert au sujet à date. Et avec notre campagne, on a mélangé ce site-là avec notre campagne de sensibilisation et on a eu quand même beaucoup de succès. On a fait juste en dessous de 1500 essais routiers à date et on a parlé environ à 6000 personnes depuis juin. Excellent. Alors, ça bouge ici. Une question qui me chicote un peu. Quelle est la perception de la population des maritimes face aux voitures électriques? Quelle est leur perception de ces... Est-ce que c'est vu comme quelque chose de vraiment hot, d'avenir, mais pour lesquels ils ont peu accès, ou c'est encore vu comme quelque chose qui n'est pas encore au point puis il faut attendre un peu avant de l'acheter? C'est difficile de répondre à cette question-là avec une réponse pour les 4 provinces. Alors, c'est très différent dans chaque coin. Nous autres, en Nouvelle-Écosse, ça va dépendre. Il y a un certain regroupement de la population qui sont très excités du niveau technologique et qui comprennent les voitures électriques, que c'est vraiment le futur et c'est clair et net. Tu sais. On a quand même plus dans l'Atlantique en général, comparé au Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique, qui sont pas aussi informés. Alors, le niveau de questionnement est moins avancé et c'est plus élémentaire, on peut dire. Et aussi, il faut avouer que en Nouvelle-Écosse, on a plus de charbon sur notre réseau électrique. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on reçoit sur est-ce que c'est vraiment plus environnemental d'avoir une voiture électrique ou non? Et en effet, la réponse à cette question, c'est oui, absolument. Même avec le charbon qu'on brûle sur notre réseau, on a environ 50% moins de gaz à effet de serre à travers la durée de vie de la voiture électrique. Et on est en train d'intégrer de plus en plus d'électricité renouvelable. Si on parle de Terre-Neuve, c'est différent. C'est la province qui est la plus séparée et qui a un contexte spécifique. Ils sont en train de construire un barrage électrique très gros, Muskrat Falls, et qui ont des troubles économiques avec ce barrage-là. Alors, c'est sûr que les gens ont une perception très mixte et il y a un peu plus de résistance contre les voitures électriques. Alors là, on peut voir qu'il y a moins d'adoption, mais je pense que ça va paraître quand il va y avoir le tourisme, dès qu'il va y avoir les 14 bornes de chargement à haute vitesse qui vont faire la Trans-Canada d'un coin à l'autre du pays. Je crois que les gens à Terre-Neuve vont voir beaucoup, beaucoup plus de voitures électriques sur leur route. Et je crois que ça va les réchauffer à l'idée d'adopter des voitures électriques pour eux-mêmes. Ouais. Est-ce que tu as une idée, sûrement tu l'as, du nombre de véhicules électriques en circulation dans les différentes provinces maritimes? Oui, alors
c'est drôle, hein? Vous êtes quoi au Québec? Vous êtes environ à 62 000, 64 000? 70 000. On était à tout près de 70 000 là, à la fin du mois de mars. Donc, sachant qu'en avril, il ne s'est pas vendu beaucoup de voitures, on doit être encore à peu près là, 70 000. Là. OK. Fait qu'on on est juste un petit peu plus que 1% de vous pour les 4 provinces. Okay. Alors, on a autour de 800 voitures électriques pour nos 4 provinces. Nous autres, en Nouvelle-Écosse, dès qu'on a eu notre réseau de chargement à haute vitesse, on a vu une accélération de vente énorme. C'était la plus haute accélération de vente au pays. On avait 350% de plus de ventes que l'année du paravant. Et c'est sûr que nous autres, dans l'Atlantique au complet, on n'a pas les mêmes programmes gouvernementaux. Vous autres, au Québec, vous avez votre loi zéro émission. Alors, les manufacturiers doivent vendre un certain pourcentage de voitures électriques comparé à gaz. Sinon, il va y avoir une amende ou une peine à payer. Et on n'a pas ce programme-là, nous autres, dans nos provinces. Et ça a un énorme impact. Alors, ce qui se passe au Québec, ça l'affecte l'Atlantique. Alors, faut imaginer que les manufacturiers, ils font pas juste produire des véhicules pour le Canada, mais c'est vraiment international. Et mettons, ils donnent une allocation d'un certain chiffre de voitures au Canada. Bien là, quand ils voient que le Québec et la Colombie-Britannique ont des lois qui disent vous avez besoin de vendre ce montant de voitures électriques-là, sinon vous allez avoir une pénurie financière, bien c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas nous donner une allocation en Nouvelle-Écosse qui va être aussi grosse qu'au Québec. Alors, on a une plus grande difficulté à acheter des voitures électriques et on voit ça qu'il y a certains modèles qu'on n'est pas capable d'acheter. Question, ils ne sont pas en inventaire. Vous allez chez les concessionnaires puis ils n'en ont pas. C'est pas juste qu'ils n'en ont pas, mais qu'il y en a qui ne peuvent pas en commander, point. Alors, Kia, il n'y a rien en Nouvelle-Écosse. On n'a pas de place qu'on peut acheter une Kia. Volkswagen, c'est le même problème. La e-Golf, on n'en a pas eu une. Puis il y a beaucoup de monde qui veulent en acheter. Mais c'est ça un petit peu le trouble. Ouais. C'est intéressant, Jérémy, ce que tu illustres là, parce que ça fait plusieurs fois qu'on explique là, à Silence on roule ou sur différentes plateformes que la loi zéro émission actuelle du Québec a un effet de levier très faible sur l'achat des véhicules au Québec dans la mesure où, de façon naturelle, juste cette année, là, dans la dernière année, il s'en est acheté 2 fois plus que ce que la loi demande. C'est-à-dire que la loi met la barre, elle demande aux manufacturiers de rendre disponible un certain nombre de véhicules, puis il s'en est vendu le double. Fait que c'est pas la loi qui a fait qu'on a acheté ce nombre-là ici au Québec. Par contre, la loi a quand même un impact, c'est-à-dire que les véhicules qui sont distribués sur le marché canadien sont majoritairement, dans certains cas, exclusivement distribués dans les provinces où il y a une telle loi, ce qui fait que ça a pour impact que, de votre côté, vous n'avez pas accès à ces modèles-là parce qu'ils ont tous été rendus disponibles. La quantité qui était rendue disponible pour le Canada a été distribuée essentiellement au Québec et en Colombie-Britannique. On a beau être capable d'en acheter plus dans le sens où on a acheté 2 fois plus que ce que la loi exigeait. Donc, s'ils en avaient produit plus, probablement qu'on en aurait acheté encore plus, mais ça demeure que la distribution, elle, est très centrée sur certaines provinces et cette loi-là, on voit son impact. Ça a eu pour impact, à tout de moins, de nous rendre disponibles ici au Québec, à votre détriment, malheureusement, un certain nombre de modèles de véhicules. En effet, c'est exact. C'est exactement ça ce qui se passe. On comprend en même temps pourquoi est-ce que ces lois-là sont en place et on espère que les autres provinces vont aussi avoir un mécanisme pour encourager les manufacturiers à apporter des voitures ici. Ça pourrait être un incitatif aussi pour que les concessionnaires soient certifiés à vendre des voitures électriques. Il y a beaucoup de différentes stratégies dans ce domaine-là, mais en fin de compte, nous autres, on a vraiment hâte qu'on ait accès à plus de voitures, mais on voit aussi les mêmes problèmes au Québec. Hein. Si on va acheter une Kona électrique, ils ne sont pas sur le dealership lot. Là. Il faut se mettre en file pour en acheter. Oui, et c'est long. Oui, c'est très long. Nous autres, autour d'ici, c'est autour de 10 mois. Oui, on est pas mal dans ces eaux-là ici aussi, là, entre 6 et 8 mois à tout de moins. Écoute, Jérémy Bernardin, qui est gestionnaire des transports verts pour la Clean Foundation en Nouvelle-Écosse et également président cofondateur de la Electric Vehicle Atlantic Association, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Puis j'espère que plusieurs de nos compatriotes québécois qui décideront de faire de leurs vacances familiales une destination en direction des Maritimes pourront consulter le
evassist.ca et on va mettre le lien là, en référence au podcast et pourront également là, faire le tour des provinces maritimes, passer par la Nouvelle-Écosse et qui sait peut-être aller te serrer la main, mon cher ami. Je l'espère. Merci beaucoup, Martin. Merci, au plaisir. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Chronique Branchez-vous avec Pierre Tadros. Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, surtout après ces longues semaines de confinement. Et je ne suis pas le seul à être heureux, les concessionnaires automobiles aussi sont heureux. On les comprend. En mars, alors que le confinement se mettait en place, il s'est vendu près de 60 % moins de voitures que l'an dernier au Québec. Au cœur de la tempête, en avril, les ventes ont fondu de 85 % au Québec par rapport au mois d'avril 2019. Et au mois de mai, l'écart était encore en baisse de 44 % à l'échelle canadienne. Question. Comment le segment des voitures électriques a-t-il été affecté? Comment ça se passe maintenant? Est-ce vrai qu'il y a des rabais dont il faut profiter? Et finalement, saviez-vous que les compagnies d'assurance ont offert des remises ou des rabais sur les primes aux véhicules? Eh oui, mais pas de la même manière et au même taux selon les compagnies. Je vous offre un petit bonus en fin de chronique pour vous en parler. À noter d'ailleurs que cette chronique n'a pas la prétention d'offrir un portrait scientifique. Mais en plus d'avoir visité bien sûr les sites Internet des fabricants automobiles, nous avons contacté le Bureau d'assurance du Canada, le BAC, et parlé avec des représentants d'importants concessionnaires que je tiens à remercier. Bourgeois Chevrolet, Riendo Hyundai, Brossard Nissan, Tesla Montréal et Lucier Chevrolet. Pour tout de suite, répondons à la question de l'impact du confinement sur les ventes de véhicules électriques neufs. Chez les concessionnaires que nous avons consultés, la baisse s'est située entre la chute presque totale et 50 % de baisse pendant les 2 mois et demi de confinement. Exception notable, Tesla. Comme le modèle d'affaires était déjà basé sur la vente en ligne, à Montréal, on n'a pas remarqué de changement significatif pendant la fermeture des commerces. Aujourd'hui, l'achalandage est revenu à la normale et ce, avec toutes les mesures de prévention sanitaire. Concrètement, il n'y a pas de véhicule dans la salle de montre. Cette salle est cependant divisée en îlots pour accueillir les clients. Les modèles sont à l'extérieur et disponibles pour les essais routiers. Enfin, il n'y a pas de changement quant au temps d'attente pour un véhicule Tesla. Ils sont les mêmes selon les modèles et caractéristiques choisis qu'avant la pandémie, donc entre 1 et quelques semaines. Fait à noter, il se vend moins de modèles S et X depuis l'arrivée du modèle 3. Pour les autres, les grandes lignes se ressemblent. D'abord, du côté des livraisons de véhicules, il semble que depuis la fin du confinement, rien n'a changé pour ce qui est des temps d'attente selon les différents modèles. Par exemple, la Bolt est toujours disponible en inventaire, comme avant. Du côté d'un autre modèle de plus en plus populaire, la Kona EV, on remarque une légère augmentation du délai de livraison passant d'environ 7 mois à environ 8 à 10 mois. Pour la Leaf, il n'y a pas d'attente non plus, sauf pour le modèle S d'entrée de gamme qui se fait plutôt rare. Cette situation s'explique parce que les ventes ont baissé, oui, mais les usines ont également été mises en arrêt un peu partout dans le monde. Donc, il n'y a pas de surplus ni de manque d'inventaire inhabituel. Par contre,
On peut s'inquiéter un peu pour l'automne. La baisse du coût de l'essence et les insécurités financières liées aux impacts économiques de la pandémie ont bien entendu ralenti le niveau des ventes. Cependant, elles reprennent puisque les modèles électriques sont toujours populaires. De fait, leurs avantages sont toujours très supérieurs aux modèles entièrement à essence. Les prochaines livraisons de véhicules sont attendues seulement vers le mois de septembre, peut-être fin août. S'il y a des temps d'attente plus longs pour la prise de possession d'un véhicule neuf, ce sera donc possiblement d'ici la fin de l'été. Cette situation fait aussi en sorte que les grands rabais auxquels on aurait pu s'attendre, ils ne sont pas au rendez-vous. C'est le principe de l'offre et de la demande qui s'applique. Pas de problème d'inventaire actuellement, rareté anticipée à cause des fermetures d'usines, demande toujours présente. Pourquoi ferait-on des rabais? Il n'y a aucun avantage d'affaires pour les constructeurs. Bien entendu, il y a toujours des offres à surveiller. On pourrait les qualifier de normales. On retrouve bien un ou deux incitatifs hors du commun, comme un prix employé chez GM, mais qu'on retrouve cependant depuis longtemps ailleurs. Aussi, quand on regarde du côté de Kia, on voit que la promotion de 6 paiements et 0% d'intérêt sur 84 mois ne s'applique pas aux véhicules électriques. Attention, les rabais gouvernementaux, eux, sont toujours effectifs. Et pour les membres de l'AVEC, il était possible au mois de juin de profiter d'un prix corporatif sur la livre, soit le prix coûtant plus 600 $. Vous pouvez vérifier si ce rabais sera toujours disponible en juillet auprès, par exemple, d'Éric Fortier chez Brossard Nissan. Autre élément que nous avons noté, les concessionnaires ont remarqué un changement de comportement des consommateurs. D'abord, ils sont moins nombreux depuis le déconfinement qu'avant la pandémie. Par contre, on constate que le magasinage se fait beaucoup par Internet. Aussi, lorsque les clients se présentent en salle de montre, c'est pour faire un essai routier ou carrément négocier l'achat ou la location du véhicule. Pour certains, cette pandémie a accéléré le processus d'adaptation vers la vente et le soutien en ligne. Aujourd'hui, ils ont fait le travail et peuvent répondre aux nouvelles habitudes des consommateurs. Bref, oui, les ventes ont chuté pendant le confinement, mais certains concessionnaires s'en sont mieux sortis avec des approches plus adaptées sur Internet. Actuellement, ils peuvent répondre à la demande comme avant, mais attention, les délais de livraison pourraient s'étirer d'ici quelques semaines. Et non, il n'y a malheureusement pas de rabais post-confinement exceptionnel pour les consommateurs de véhicules électriques. Maintenant, le bonus. Oui, il y a eu des rabais, mais de la part des compagnies d'assurance. Le Bureau d'assurance du Canada, le BAC, avait annoncé des remises d'environ 600 millions de dollars pour une période de 3 mois, débutant le 8 avril. Et ce montant sera probablement dépassé. La plupart des compagnies avaient annoncé la fin du rabais le 30 juin. Certains d'entre vous ont reçu des remboursements de manière automatique. C'est ce qui s'est fait du côté de la Capitale, IA Assurance ou SSQ. Pour d'autres, comme chez Bel Air Direct ou chez les nombreux propriétaires de véhicules électriques qui sont chez Intact, il fallait contacter son courtier ou sa compagnie ou remplir un formulaire en ligne pour profiter du rabais. Chez TD, il fallait les contacter pour discuter des options disponibles. À noter que certaines n'ont appliqué la remise qu'à partir du moment de la demande du client. Donc, si vous avez signalé votre demande de rabais le 30 avril, la remise a été calculée à partir du 30 avril et non pas rétroactivement au 8 avril. Message à Intact et à Bel Air Direct, vous pouvez faire mieux la prochaine fois. Les pourcentages ont aussi été différents d'une compagnie à l'autre. Dans l'ensemble, c'est entre 15 et 20 % de réduction sur les 3 mois. Certaines compagnies vont calculer la réduction en fonction de l'utilisation restreinte du véhicule. Enfin, si vous l'avez carrément remisé pendant le confinement, vous aurez pu bénéficier d'un retour de 75 %. Voilà. Il sera très intéressant de suivre l'évolution de la situation au cours des prochains mois. Est-ce que le prix de l'essence replongera? Est-ce qu'il y aura une deuxième vague de la pandémie? Comment les gouvernements réagiront-ils dans leurs engagements vers l'électrification des transports? Nous suivrons cela avec attention pour voir comment le marché des véhicules électriques réagira. D'ici là, je vous invite à demeurer vigilant et à respecter les mesures d'hygiène pour demeurer bien en santé et profiter d'un bel été. Bonne route!
À cause de la pandémie de COVID-19, l'ensemble des activités de l'Association des véhicules électriques du Québec est un peu mise en pause. Donc, on vous revient là après l'été, mais suivez notre site web. Nous aurons bientôt des événements, d'autres événements en ligne, soit des webinaires et également la possibilité de rencontrer des bénévoles de l'AVEQ en ligne, donc via plateforme vidéo numérique pour vous permettre d'avoir de l'information sur les différents véhicules. Donc, suivez le site web de l'AVEQ. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Stéphane Levert, Chani Palardi, Jérémy Bernardin et Pierre Tadros. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin@silenceonroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou encore l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Vous pouvez également visiter notre forum à forum.silenceonroule.com ou encore sur Facebook, Silence on roule, le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes repris la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.